Chine, Hangzhou, capitale de la province chinoise du Zhejiang, 1er juillet 1980. Allez, je te ridiculise encore. À ce jeu-là, t'es imbattable, Keva. Je m'incline. Excusez-moi, je m'appelle Jack, j'aimerais juste savoir, c'est à quoi que vous jouez ? Enchanté, Jack. Moi, c'est David. Et ça, c'est mon ami Keva. Le but, c'est de gratter des allumettes et de les regarder descendre dans la nuit. Je viens d'apprendre ce jeu à David. Il adore, mais il est très mauvais. Mais c'est beau, ces faibles lueurs d'allumettes au-dessus du lac. C'est vrai, c'est très beau. Ici en Chine, on adore les feux d'artifice. Tu viens de Chine ? Ton anglais est impeccable. Je dois encore m'améliorer. Plus je discute, plus je progresse. Mais ton prénom est américain, non ? Une dame américaine m'a donné ce prénom car c'était celui de son père et de son fils. En vrai, je m'appelle Yun, nuage en chinois. Vous voulez faire un tour sur le lac ? Je vous emmène gratuitement. La discussion se poursuit entre les deux Australiens et le jeune Chinois de 15 ans. Jack est avide d'apprendre. Il donne l'impression de boire les paroles de ses nouveaux amis. La soirée se poursuit en débat et autres allumettes enflammées. 2 jours plus tard, Jack retrouve David et sa sœur pour une nouvelle soirée de détente qui va lier leur amitié à jamais. Le futur fondateur d'Alibaba vient de rencontrer un ami, mais aussi une nouvelle famille. Une famille australienne dont le père, Ken, va devenir un second père pour le jeune Chinois. Jack sait déjà qu'avec lui, il améliorera son anglais, mais il ignore encore qu'il va conquérir la Chine des 40 prochaines années. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces de Jack Ma, l'entrepreneur chinois qui a inspiré la nouvelle Chine, celle des entrepreneurs. Dans ce premier épisode, je vous raconte les premiers pas de Jack et la création de Alibaba. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Penny Lane, qui est mon premier partenaire sur le podcast. Alors Penny Lane, c'est l'aventure de 7 entrepreneurs qui veulent simplifier la comptabilité. Ils commencent alors par interroger plus d'une centaine d'entrepreneurs. Et le constat est sans appel. Ils aiment leur comptable, mais n'ont pas les bons outils. Ils se lancent alors dans un pari fou, créer un cabinet d'expertise comptable interne pour tester et améliorer leur outil. Après des milliers de feedbacks, ils finissent par revendre leur cabinet interne. Penny Lane permet donc aujourd'hui de gérer sa facturation d'achat, de vente, piloter sa trésorerie et la grosse différence avec tous les autres outils, c'est qu'il est partagé avec son expert comptable et qu'il permet donc d'avoir des données financières fiables et en temps réel. Penny Lane compte aujourd'hui plus de 20 000 clients. Une belle histoire qui commence. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Broye et ce podcast est produit par Inspire Média. Jack Ma voit le jour le 10 septembre 1964 à Hangzhou, ancienne capitale de la Chine, sous la dynastie des Song du Sud. Située à moins de 200 km de Shanghai, la ville abrite le lac de l'Ouest, connu dans tout le pays. Son père et sa mère sont des Chinois modestes qui ont subi les ravages de la révolution culturelle. Ils sont tous les deux passionnés par le Ping Tan, un art traditionnel du chant et de la comédie combattu par les gardes rouges. Et c'est d'ailleurs peut-être de là que Jack tient son amour pour la communication et le show. En 1978, il s'appelle Yun Ma, alors que Deng Xiaoping lance sa politique de la porte ouverte pour attirer des investisseurs étrangers et des touristes dans une Chine exsangue. Le tourisme à Hangzhou explose alors. Il passe de moins de 1000 visiteurs à 40 000 l'année suivante. Le jeune adolescent a hâte de rencontrer ces touristes qui parlent la langue de Mark Twain. En effet, depuis qu'il est tout petit, il se régale des aventures du célèbre Tom Sawyer qu'il écoute à la radio. Alors chaque matin, Yun enfourche son vélo pour se rendre devant l'hôtel où descendent les étrangers. Très vite, il adopte le surnom que lui donne une américaine, Jack. Quelques années plus tard, il rencontre la famille Morley qui va changer sa vie. Si Jack sympathise avec son fils, c'est avec le père, Ken, un ingénieur retraité, que l'essentiel de la relation se noue. En cet homme ouvert sur le monde, Jack voit un second père qui corrige son anglais et lui apporte tout son soutien. Et du soutien, il en a besoin, car si son anglais s'améliore, on ne peut pas en dire autant des maths.
À cause d'eux, il échoue 2 fois au Gaokao, l'équivalent du bac en français. Jamais 203, il finit par réussir à la 3e et intègre in extremis le Hangzhou Teachers College. Très vite, Jack affirme son tempérament et devient président de l'Union des étudiants de l'université. En parallèle, sa relation avec les Morlaix se renforce et il est même invité en Australie à un mois entier. Jack, qu'est-ce que tu fais seul sur la véranda? Tu m'as l'air morose. Ça ne va pas? Non, t'inquiète, je suis pas triste. Juste, je réfléchis. J'espère que ce n'est pas l'Australie qui te rend si mélancolique. Avant de venir ici, j'étais persuadé que la Chine était le pays le plus riche du monde. En regardant ce qui se passe là, je vois bien que je me suis trompé. Quand on n'a jamais bougé de son endroit, il est courant de croire qu'il est le plus beau, le plus prospère et le meilleur du monde. Peu importe qu'il le soit ou pas, ce qui compte, c'est que tu continues de le voir comme tel grâce à l'amour que tu lui portes. Bien sûr, j'aimerais toujours mon pays. Mais c'est bien la preuve que pour se faire une idée réelle des choses, il faut utiliser sa propre liberté de penser et sa liberté de mouvement aussi. C'est avec ce nouvel état d'esprit qu'il regagne la Chine et ses difficultés un mois plus tard. Pourtant, même à distance, les Morlaix sont là. Ils le soutiennent financièrement pendant ses études. À l'université, il rencontre Cathy, celle qui va devenir sa femme. Encore une fois, les Morlaix sont présents et offrent 20 000 $ au jeune couple en guise de cadeau de mariage. Grâce à ce don, Jack et Cathy peuvent acheter un appartement. Jack devient alors un professeur d'anglais. Côté politique, la situation de la Chine reste complexe et stricte. Les réformes initiées par Deng Xiaoping dans les années 80 peinent à s'instaurer. La mainmise du Parti communiste est partout. En 1992, l'ancien président chinois prononce une phrase qui va tout changer pour Jack. S'enrichir est glorieux. C'est une révélation pour lui, parce que ces mots font écho à sa vie en Australie. Oui, il va s'enrichir et aider les autres à s'enrichir. C'est ainsi qu'en 1994, Jack crée la Hangzhou Aibo Translation Agency, plus communément connue sous le nom de Hope, espoir en anglais. Il en faut de l'espoir dans les années 90 pour entreprendre. La terreur de la révolution culturelle a laissé des cicatrices profondes. La société créée par Jack propose des services de traduction et veut aider les entreprises chinoises à nouer des contacts avec l'étranger. Jack embauche alors des étudiants et des professeurs d'anglais à la retraite qui peinent à boucler leur fin de mois. Dès le premier mois, Jack découvre que si s'enrichir est glorieux, c'est aussi difficile. Monsieur Ma, mais je sais vous êtes là, je vois la lumière sous la porte. Hier, c'était le jour de loyer, je n'ai toujours rien reçu. C'est pas le premier retard, ça commence à bien faire. Oui, je comprends bien, monsieur, mais j'ai fait que 20 $ ce mois-ci. Et c'est mon problème, parce que je me fiche de la manière dont vous faites ou pas de l'argent. Ce que je vois, moi, c'est que vous me devez 300 $ de loyer. Je fais de mon mieux. Je vous jure que la situation sera régularisée dans quelques jours. Maintenant, ça vous dérange pas de me laisser travailler ? La traduction de Hope est Aibo, littéralement vaste comme la mer. À ce moment-là, ce sont les problèmes d'argent qui semblent à Jack vastes comme la mer. Heureusement, il tient le coup grâce à son emploi de professeur d'anglais. Il réalise alors que son projet initial se trouve sur une niche qui n'est pas rentable. Pour survivre, Aibo se met au commerce et Jack se retrouve à vendre des parapluies dans les rues de Hangzhou. L'entreprise s'en sort péniblement jusqu'à ce jour où le gouvernement du comté de Toglu, limitrophe de Hangzhou, sollicite Jack pour régler un différend commercial avec une société américaine. Ce voyage aux États-Unis va faire décoller sa carrière, mais pas de la manière dont il l'envisage. La rencontre avec son interlocuteur américain sur place se révèle une aventure aussi improbable que de toucher le jackpot sur sa première machine à sous. Arrivé à Malibu, Jack découvre que l'Américain qu'il doit rencontrer est un escroc. Il n'a pas le temps de le dénoncer qu'il est kidnappé et menacé par son ravisseur avant d'être emmené de force à Las Vegas. Il se retrouve enfermé dans une chambre d'hôtel au dernier étage d'un casino. Jack réussit à s'enfuir.
En manque de liquidité, il gagne $600 au casino, ce qui lui permet de gagner Seattle. Toutes les péripéties de ce voyage sont difficilement vérifiables. Mais le plus important pour Jack est la rencontre qu'il fait à Seattle avec Stuart Trusty. Tu vois ça, Jack? C'est Internet. Tu peux y trouver tout ce que tu cherches. Essayons avec bière. Bière américaine, bière Allemagne. Mais y a rien sur la bière en Chine dans ton internet? Vas-y. Mets juste Chine dans le moteur de recherche. Là. Aucun résultat. C'est quand même curieux. Stuart, tu ne m'aiderais pas à monter une page internet pour mon agence de traduction? Nous sommes en 1994 et Stuart Trusty a déjà monté sa société de conseil internet. Jack et lui s'entendent bien. Il lui a notamment transmis sa passion du tai chi. Les deux hommes se mettent au travail. Et quelques jours plus tard, la page est créée. Quelques heures après, Stuart est heureux d'annoncer à son ami qu'il a déjà reçu 5 mails. Il faut bien avoir conscience qu'à ce moment-là, Jack ignore ce qu'est un mail. De retour en Chine, Jack est décidé à monter le premier annuaire Internet chinois. Armé d'un ordinateur dernier cri, doté du processeur Intel 486, il est bien décidé à réussir avec ce nouveau projet. C'est le moment de lancer China Pages. Juillet 95. Jack est fier. Il voit apparaître la page de son premier site internet, China Business Pages, The Online China Business Directory. Le premier annuaire commercial de l'internet chinois. Stuart lui a envoyé la page par courrier, car, rappelez-vous, en 95, il n'y a pas encore de connexion internet à Hangzhou. Stuart publie ses sites depuis les États-Unis et lui renvoie les pages imprimées une fois le site en ligne. De son côté, Jack traduit du chinois en anglais la documentation de ses premiers clients avant de la faire transformer en site internet par Stuart. À ce moment-là, Jack quitte l'enseignement, se lançant pleinement dans l'entrepreneuriat. Jack s'associe alors avec He Yibing, un professeur d'informatique à qui il a appris l'anglais. Les deux hommes se font imprimer des cartes de visite, avec des rôles différents qu'ils présentent en fonction de leur interlocuteur. Avec Jack Ma, le théâtre n'est jamais très loin. Reste qu'il est difficile de convaincre ses clients dans une ville où Internet n'est pas arrivé, même si les premiers signes sont encourageants. Bonjour, je suis bien au téléphone avec la Queen Young Law Firms. Oui, je travaille pour ce cabinet d'avocats. Qui êtes-vous? John Smith, de Smith et Associés à l'appareil. Nous voulons travailler avec la Chine et nous cherchons un partenaire chinois. Je vous ai trouvé sur Internet. En raccrochant, l'ancien étudiant de Jack Ma est intrigué. Voilà déjà le 3e appel de la matinée. Peut-être que Jack Ma a raison et que cet Internet est l'avenir. Il faut attendre la fin de l'année pour que Hangzhou soit enfin relié à Internet. Mais la faiblesse du nombre de connexions rend le modèle économique peu viable pour China Pages. Et même si, fin 95, il rompt son contrat avec Stuart pour installer son propre serveur Internet, sa société perd plus d'argent qu'elle n'en gagne. Alors bien sûr, la création du site internet de la province du Zhejiang lui apporte de nouveaux clients. Reste que China Pages peine à gagner sa vie. Alors quand la Hangzhou Diff Communication, la société avec qui il a réalisé le site de la province du Zhejiang, lui propose de la racheter, il est soulagé. Pourtant, il ne tarde pas à comprendre que c'est un marché de dupes. Non seulement Hangzhou Diff Communication lui fait un bébé dans le dos, mais en plus, Jack Ma se retrouve minoritaire en conseil d'administration. Messieurs, je vous remercie de votre présence. Je vous rappelle que nous sommes là pour voter la répartition du budget telle que voulue par Monsieur Ma. Monsieur Ma, je vous laisse nous expliquer la situation. Cette répartition du budget permet de mettre l'argent sur la communication et va aider China Pages à se développer. Merci Monsieur Ma. Messieurs, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui est pour? Pour. Contre. 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 Merci messieurs. La proposition de Monsieur Ma est rejetée à 5 voix contre 7.
Au fur et à mesure des conseils d'administration, Jack prend conscience de la difficulté de s'associer avec une entreprise d'État, qui plus est quand elle est majoritaire. En 1997, il donne sa démission, écœuré par le refus systématique de ses propositions. Il décide alors de travailler à Pékin, et cette fois, fini l'entrepreneuriat, il va travailler pour le gouvernement chinois. À Pékin, Jack se retrouve bombardé à la tête d'InfoShare Technologies, une émanation du CIEEC, Centre international chinois du commerce électronique, lui-même simple unité dépendant du MOFTEC, ministère du commerce extérieur et de la coopération économique. En clair, il se retrouve au cœur de la bureaucratie chinoise. Seul avantage de son poste, il lui fait rencontrer à la fin des années 90 Jerry Yang, entrepreneur chinois exilé et cofondateur de Yahoo. Durant 1 an et demi, il voit Internet décoller en Chine et les premiers business se construire avec succès. Jack comprend qu'Internet n'attend pas. Et donc, en 1999, il lance son entreprise d'e-commerce B2B, Alibaba. Alors, pourquoi ce féru de littérature chinoise choisit-il un nom tiré d'un conte arabe ? À cette question, il répond invariablement qu'à l'évocation du nom, les gens répondent « Sésame, ouvre-toi ». Avec Alibaba, il veut ouvrir la Chine sur le monde et il est bien décidé à emmener tous ses collaborateurs avec lui. Il fait froid, ce 21 février 1999, dans l'appartement de Lakeside Garden qui sert de bureau à Alibaba. Il n'y a pas de place pour que tout le monde se tienne assis et les employés debout forment un cercle autour de leur patron, Jack Ma. Et si je vous demande ce que sera devenu Alibaba dans 5 ou 10 ans, que me répondez-vous ? Je vais vous dire quelle est la bonne réponse. Elle n'est pas à chercher en Chine, mais dans la Silicon Valley. Notre devoir est de positionner Alibaba comme une entreprise internationale. Nous nous devons de créer notre propre épée aux 6 veines. Le client en premier, le travail en équipe, l'amour du changement, l'intégrité, la passion, l'engagement. La même année, Jack va rencontrer une autre source d'inspiration et son meilleur collaborateur. Il a besoin de se développer et Joe Tsai tombe à pic. Diplômé des meilleures écoles, avocat d'affaires, investisseur, il est l'exact opposé de Jack Ma. Joe va pourtant décider de travailler avec Jack. Pourquoi ? Sans doute grâce au culte des ancêtres. Lakeside Garden lui rappelle l'appartement de sa grand-mère et le mandarin de Jack sonne dans ses oreilles comme le souvenir de la voix de son grand-père. C'est lui qui amène Jack faire le tour des investisseurs dans la Silicon Valley. Un voyage qui finit en fiasco. La personnalité brouillonne et enthousiaste de Jack ne passe pas du tout. C'est un échec de plus et le retour en Chine se fait les mains vides. Pourtant, la donne vient de changer. Le 13 juillet 1999, un parfait inconnu du monde des affaires introduit en bourse une société du nom de China.com. Cette introduction donne le signal de la ruée vers l'or. Les investisseurs regardent désormais vers la Chine. Hangzhou, Lakeside Garden, septembre 1999. Shirley Lin retient sa respiration quand elle rentre dans l'appartement de Lakeside Garden. La chaleur, l'humidité de cette fin d'été charrie son lot de mauvaises odeurs. Chargée d'affaires pour Goldman Sachs, elle cherche à investir en Chine. La banque a déjà des tickets chez Sina, NetEase ou Sohu. Mais ce que cherche Shirley, c'est la pépite de demain. Bienvenue Madame Lin. Je suis très honoré que vous ayez fait le déplacement dans notre belle province. Peu d'investisseurs s'aventurent en dehors de la capitale. Merci Monsieur Ma de votre accueil. J'avoue que je préfère rencontrer les entrepreneurs que de consulter leur business plan sur PowerPoint. Ça tombe bien, car en plus, nous n'en avons pas. Il m'arrive de manquer à mes devoirs. Voici Cathy, ma première salariée et surtout ma femme. Ce qui frappe Shirley à ce moment-là, c'est l'attitude tranquille de son hôte. Pendant 2 heures, Jack lui partage sa vision d'Alibaba tout en lui servant le thé. Il lui détaille le rôle essentiel de l'équipe et son engagement pour l'entreprise. Le modèle d'Alibaba n'a rien de nouveau pour Shirley, mais l'enthousiasme de Jack est palpable. Ça,
couplé au fait qu'il existe un plan d'actionnariat pour les employés, une première en Chine à cette époque. Jack et elle tombent d'accord. Goldman Sachs va investir avec d'autres à hauteur de 5 millions de dollars. Elle apporte avec elle un nom de prestige et assure qu'elle s'investira personnellement dans la réussite d'Alibaba. À ce moment-là, la société de Jack Ma compte 40 000 utilisateurs, un chiffre qui n'arrête pas de grossir. Quelques mois plus tard, Alibaba déménage dans des locaux de 1800 mètres carrés. La croissance coûte d'autant plus d'argent qu'Alibaba est gratuit, pour les acheteurs comme pour les vendeurs. Il est temps que Shirley présente alors Son Masayoshi à Jack, l'homme le plus riche du Japon. Terminer cet épisode sur un air de musique Pink-Tan est tout sauf innocent. Quoi de plus symboliquement fort pour parler de la rencontre de Jack Ma et Son Masayoshi? Les deux entrepreneurs sont à leur manière des hommes de spectacle. Le fondateur de SoftBank est aussi excentrique qu'il est riche et intuitif. Pékin, Fua Mansion, octobre 1999. Merci, monsieur Ma, merci. C'est bon, on va s'arrêter là. Prenez mon argent. Mais, monsieur Masayoshi, je n'ai pas terminé. Alibaba compte aujourd'hui 150 utilisateurs et... Je me fous des chiffres. Vous et moi le savons très bien. Les chiffres ne comptent pas. Parlons de votre vision. La vision est la valeur. La vision est la valeur. Je le sais et vous le savez. Cette rencontre agit comme une révélation pour Jack Ma. Il vient de trouver son âme sœur et accessoirement un investisseur à hauteur de 20 millions de dollars. Avec un tel allié, l'avenir d'Alibaba s'annonce radieux. Sa société est désormais valorisée à plus de 60 millions de dollars. Pourtant, enfermés dans leur building, les deux hommes ne voient pas le ciel se couvrir. La bulle Internet est sur le point d'exploser. Et ça, c'est une autre histoire pour un prochain épisode. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.